Un nouveau rebondissement glaçant dans le double meurtre brutal d'un couple chez eux. Première affaire, Ohio contre Michael Mackey. Les procureurs affirment que le suspect, un chirurgien vasculaire, n'a pas su tourner la page d'un mariage raté et aurait pu surveiller bien avant la nuit des meurtres. Un affidavit révèle que Michael Mackey aurait traqué Spencer et Monique Tepe durant des semaines, s'introduisant chez eux et rôdant avant de revenir pour les abattre. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Non seulement ces nouveaux documents judiciaires récemment dévoilés allèguent que Michael Mackey s'est rendu au domicile des TP alors qu'ils étaient hors de la ville des semaines avant leur meurtre. Ils révèlent également des détails effrayants présumés concernant le divorce qui semble être au cœur de cette affaire. Vidéo du docteur Michael Mackey au tribunal en fin de semaine dernière dans l'Ohio. Il est détenu dans la prison du comté de Franklin, où se situe Columbus. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal de l'État en visioconférence, restant silencieux et impassible, tandis que son avocat s'exprimait. L'audience a duré environ 1 minute. C'était la première comparution de Mackey devant le tribunal depuis son retour dans l'Ohio. Vous vous souvenez peut-être qu'il a été arrêté dans l'Illinois, près de son lieu de travail à Rockford, par des agents fédéraux. Cet hôpital Saint-Anthony à Rockford était son lieu de travail comme chirurgien vasculaire. Mackey aurait été arrêté dans un Chick-fil-A le 9 janvier. Nous apprenons également comment la police pense que Mackey aurait dissimulé ses traces la nuit où les Tepis ont été tués. Je vais en parler davantage dans un instant. Un grand jury de l'Ohio a inculpé Michael Mackey de 4 chefs de meurtre aggravés et un de cambriolage aggravé. Les dossiers du tribunal indiquent que la police soupçonne l'usage d'un silencieux lors du meurtre des Tepis. À présent, par l'intermédiaire de son avocat, Mackey a plaidé non coupable à toutes les accusations. Voici le document montrant son plaidoyer de non-culpabilité. Mackey est accusé d'avoir tué Spencer et Monique Tepe tôt le 30 décembre. Spencer, dentiste, ne s'est pas présenté au travail ce jour-là. Cela a inquiété ses collègues et amis, d'autant plus qu'ils n'ont pas pu contacter l'épouse de Spencer, Monique. Elle était mère au foyer pour leurs enfants, âgés de 4 ans et d'1 an. Voici maintenant une partie de leur vidéo de mariage qui est devenue virale depuis leur décès. Filmée par le beau-frère de Spencer, les TP, mariés depuis 2020, ont été retrouvés morts par balle à l'étage de leur maison. Lorsque quelqu'un a finalement pu entrer, il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison, selon la police. Alors que cette enquête se déroulait, nous nous sommes penchés sur le passé de Spencer et Monique Tepe. Et il semblait que ce couple était entouré de nombreuses personnes qui les aimaient. On disait qu'ils étaient l'âme de la fête, un couple aimant rassemblé. Il suffit de voir combien sont venus chez eux quand Spencer a manqué le travail, inquiet. Exemple du nombre de personnes qui les appréciaient. Mais un élément du passé de Monique a éveillé des soupçons dans l'enquête. Spencer était son second mari. Elle avait été mariée environ une décennie avant son meurtre. En 2015, Monique a épousé un futur médecin qui étudiait aussi à l'Université d'État de l'Ohio. Il s'appelait Michael Mackey. Nous avons beaucoup évoqué le mariage de Michael Mackey et Monique au fil des dernières semaines. Nous avons désormais la version de la police sur ce qu'ils pensent s'être passé lors de ce mariage. En apparence, le mariage semblait avoir été de courte durée, mais il s'était terminé à l'amiable. Les divorces sont souvent compliqués et les procédures peuvent durer des années, mais ici, d'après les registres judiciaires en ligne, Monique a demandé le divorce en 2017 dans l'Ohio. Elle vivait avec Mackey en Virginie après leur mariage. Il y faisait sa résidence en chirurgie. Lorsque Monique a demandé le divorce, elle était séparée de Mackey depuis au moins 6 mois. Elle vivait dans l'Ohio avec sa famille, Mackey en Virginie. 1 mois et demi après sa demande, le divorce fut finalisé. Un juge a dit que Monique avait divorcé pour incompatibilité. Maintenant, aussi amical que ce divorce ait pu paraître en surface, nous apprenons maintenant que cela n'était apparemment pas vrai. Ce mariage était troublant et même si, sur le papier, il était écrit que ce mariage était terminé, que la relation entre Michel Mackey et Monique était finie, il semblerait que Michel Mackey ne voulait pas tourner la page. Je veux vous faire écouter un extrait de Rob Misla, le beau-frère de Spencer Tepe. Il est devenu le porte-parole de la famille depuis la découverte des corps de son beau-frère et Monique. Il s'est confié à notre journaliste Angette Levy de Law & Crime, qui lui a demandé s'il craignait le mariage précédent de Monique.
Voici sa réponse. Nous avons rencontré Monique en 2018 lorsque Spencer nous l'a présentée pour la première fois, mais nous étions assez certains à cause de... Ah, Monique nous avait dit cela. Pour ses histoires, elle n'a jamais cité son nom, seulement parlé de son ex-mari, et à quel point il était un monstre, pour être honnête, émotionnellement abusif et menaçant. Et vous savez, elle a tout fait pour se sortir de cette situation, puis elle a rencontré Spencer et a vécu une vie très heureuse. Mais je ne peux pas parler au nom de Monique. Mais je sais que cela l'a changé en tant que personne, et peut-être que c'est toujours resté dans un coin de sa tête, je ne sais pas. Est-ce qu'elle t'en avait déjà parlé ou à Spencer ou bien as-tu simplement appris tout ça après coup? Non, nous étions au courant. Or, selon la police et ses nouveaux documents déclassifiés, il semblerait que ce soit en réalité bien pire. Publiquement, Michael Mackey a peut-être donné l'impression que ce mariage avait pris fin, et qu'il était d'une certaine manière une victime, et qu'il était sous le choc. Selon un TikTok supprimé, une femme affirme avoir fréquenté Michael Mackey fin 2017 et la majeure partie de 2018. Cela se serait produit juste après son divorce avec Monique. Elle a aussi publié des photos avec Michael Mackey lors de sa visite à sa famille. Elle a dit que Mackey lui avait raconté qu'un jour, en rentrant du travail, Monique et leur chien étaient repartis avec ses affaires. Il a affirmé être encore choqué. La femme a indiqué avoir mis fin à sa relation avec Mucky. Même s'il semblait gentil, elle sentait qu'il n'avait pas de lien fort et qu'il gardait une barrière. Ce ne sont que des allégations et anecdotes. Elle n'a jamais répondu à nos demandes de commentaires. Je souhaite maintenant évoquer cette déclaration sous serment récemment publiée, qui aggrave encore cet échec matrimonial. La police aurait recueilli des informations auprès des proches de Monique sur la gravité de la situation. Le document précise que, dès le début de l'enquête, des proches des Tépi ont conseillé aux détectives de l'homicide d'enquêter sur Mucky. Les proches de Monique ont dit aux enquêteurs que Michael Mucky avait été violent et l'avait souvent menacé pendant et après leur mariage. Un témoin a affirmé que Monique Tepe avait accusé Michael Mackey de rapports sexuels forcés et de strangulation. Il ajoute maintenant, je cite, « Un témoin a déclaré au détective que Michael Democki avait dit à Monique qu'il pouvait la tuer à tout moment, qu'il la retrouverait, achèterait la maison voisine et qu'elle resterait sa femme selon ce document. La menace de retrouver Monique dépassait de simples paroles. Les TP ont été assassinés le 30 décembre, la veille du réveillon du Nouvel An, et on pense qu'ils ont été tués entre 2 heures et 5 heures du matin. Mais il y a un nouveau développement dans cette affaire, et c'est que la police pense que Michael Mackey a fait quelque chose de très préoccupant le 6 décembre. Les TP et Michael Mackey étaient des diplômés de l'Université d'État de l'Ohio. Les TP étaient aussi de grands fans des Buckeyes. Comme beaucoup de personnes qui vont dans une université du Big Ten, l'État de l'Ohio est l'une des grandes puissances du football universitaire. C'est un événement majeur à Columbus pendant la saison de football quand les Buckeyes jouent. Le 6 décembre, les Buckeyes affrontaient l'Indiana en finale du Big Dix à Indianapolis. La police affirme que Spencer et Monique sont allés à Indianapolis pour voir leur équipe jouer. Mais c'est là que ça devient inquiétant, parce qu'à leur maison à Columbus, à des heures de route, la police affirme maintenant que Michael Mackey, qui vit dans l'Illinois d'ailleurs, à plus de 7 heures de Columbus, la police affirme qu'il était chez les TP. La police indique l'avoir vu quitter la propriété quelques heures plus tard. Le document indique que Monique a quitté le match du championnat Big Dix en seconde mi-temps, le 6 décembre. Elle est retournée à l'hôtel où elle et Spencer séjournaient. Et des amis ont dit à la police que Spencer l'avait mentionné. Monique a quitté le match parce qu'elle était contrariée à propos de quelque chose concernant son ex-mari. Voilà. La police n'a pas donné plus de détails sur cette partie de l'histoire, ni sur ce que Monique savait précisément. La nuit où elle a quitté le match après la mi-temps. Lorsque la chef de la police de Columbus a répondu aux questions des médias après l'arrestation de Michael Mackey, on lui a demandé s'il y avait eu des appels précédents ou des antécédents de problèmes entre les TEPA et Mackey. Elle a répondu: il n'y a eu aucun appel précédent provenant du domicile des TP impliquant Michael Mackey. La famille a indiqué que Monique avait déjà évoqué des violences passées. Y avait-il des preuves ou signes avant cet incident?
Je peux vous assurer que nous n'avons reçu aucun signalement ni eu d'informations sur un incident entre l'ex-mari et Monique. Nous avons aussi de nouvelles infos sur comment la police a retrouvé Michael McKee et pourrait le relier à ces meurtres. Vous vous souvenez de la vidéo de la personne d'intérêt diffusée avant son arrestation, après le meurtre des Tépis. Cette vidéo montrait un homme vêtu de sombre, marchant avec une démarche assez particulière au beau milieu de la nuit derrière la maison des Tépais, dans une ruelle, alors qu'il faisait environ 6 degrés. La police pense désormais que cette personne est Michael McKee, et affirme avoir retrouvé sa trace jusqu'à un véhicule. Un SUV argenté qui est arrivé juste avant que les Tépis ne soient tués et qui est reparti peu de temps après. La police précise que le véhicule a des caractéristiques distinctives et que les enquêteurs ont relevé des plaques volées de l'Ohio et de l'Arizona, affichées à différents moments sur ce véhicule. Il précise que le véhicule était lié à son adresse professionnelle dans l'Illinois et à une ancienne adresse de Michael McKee. Michael McKee a vécu à Las Vegas, travaillant pour un groupe chirurgical et est cité dans une plainte pour faute professionnelle pour mauvaise formation d'un employé. Ce qui est suspect dans cette plainte, c'est qu'une entreprise n'a pas pu remettre les documents à Michael McKee, car il était introuvable. Le groupe chirurgical a déclaré qu'il avait simplement disparu. L'avocat a déclaré à WSYX-TV dans l'Ohio que l'adresse fournie par Michael McKee à son travail, puis transmise à l'avocat, était fausse. En ce qui concerne le parcours professionnel le plus récent de Michael McKee, il a travaillé pour l'hôpital Saint-Anthony à Rockford, dans l'Illinois, à environ 1 heure et demie à l'ouest de Chicago. La police déclare que Michael McKee n'était pas censé travailler à l'hôpital Saint-Anthony la nuit du championnat Big Dix le 6 décembre. La police précise que Michael McKee a été arrêté le 9 janvier. Ils ont saisi son SUV argenté sur le parking de l'hôpital à Rockford, affirmant que le véhicule de Michael McKee avait une plaque temporaire d'Arizona avant les meurtres. Cependant, les détectives ont noté des rayures récentes à l'endroit où l'autocollant était posé. Le véhicule, avant les homicides, avait été retiré à la hâte. La police indique également qu'au moment des homicides de TP, le téléphone de McKee avait été laissé à son travail dans l'Illinois et il n'a montré aucune activité pendant 17 heures après son arrestation. L'appartement de McKee à Chicago, dans un immeuble de luxe, a été fouillé par la police, qui dit avoir inspecté son unité au 12e étage. Ils ont trouvé plusieurs armes, dont une qui, selon eux, présente un lien préliminaire avec la scène de crime dans l'Ohio. Maintenant, même si nous apprenons beaucoup de choses dans cette déclaration sous serment, il reste encore de très grandes questions sans réponse à ce stade. Comment McKee a-t-il pu entrer chez les Tape? Vous vous souvenez? La police a dit qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. C'est toujours une question majeure à ce stade. Tout comme pourquoi cette nuit-là, pourquoi le 30 décembre, est-ce qu'il aurait recommencé? Les enfants TP, âgés de 4 ans et d'1 an, étaient dans la maison la nuit où Michael McKee aurait tué leurs parents. Ils n'ont pas été blessés et sont désormais en sécurité avec leur famille. Les McKee avaient aussi un chien qui n'a pas été blessé et c'est maintenant avec la famille. En ce qui concerne la défense de McKee, son avocat a demandé à ce qu'aucune caution ne soit fixée lors de sa dernière comparution devant le tribunal. Mais il a précisé qu'il pourrait soulever cette question à une date ultérieure. Ils ont aussi renoncé à la lecture de l'acte d'accusation. Michael McKee a de nouveau plaidé non coupable aux 5 chefs d'accusation. 4 pour meurtre aggravé et 1 pour cambriolage aggravé. J'ai entré le nom de Michael McKee dans truthfinder.com. Il montre qu'il a grandi à Zanesville, dans l'Ohio. On y trouve des adresses dans plusieurs États où McKee a vécu durant sa formation chirurgicale, ainsi qu'une personne associée à lui, Monique Tepe. Nous utilisons Truthfinder à Law and Crime pour nos recherches dans les dossiers publics lors de nos reportages. Cela nous fait gagner du temps de recherche afin que nous puissions nous concentrer sur la couverture des crimes, pas sur la paperasse. Vous pouvez aussi utiliser Truthfinder. Il suffit de taper un nom pour trouver des adresses, des antécédents criminels et plus encore. C'est notre outil de référence pour les vérifications et c'est l'un des plus grands services aux États-Unis. Avec un abonnement, vous accédez à des recherches confidentielles illimitées pour vérifier des voisins, enquêter sur des rencontres en ligne ou retrouver un contact. Vous pouvez même rechercher les délinquants sexuels enregistrés à proximité ou effectuer une vérification de vos propres antécédents. Restez informés, restez en sécurité, consultez les dossiers publics avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/OTC se joint à nous pour discuter de l'affaire et des perspectives. Comme toujours, plaisir de vous recevoir sur Law and Crime, Matt Mancino, avocat de la défense et ex-procureur. Vous connaissez cette histoire, non? Chaque nouvelle information choque davantage. Je sais que cela peut sembler cliché, mais il ne s'agit plus seulement de savoir si Michael McKee était dans cette maison le 30 décembre lors du meurtre des Tépis,
puis le 6 décembre quand le couple est allé voir un match de football. Si vous êtes procureur dans cette affaire, que signifie le fait d'avoir une vidéo de lui au domicile de son ex-femme des semaines avant leur meurtre? Qu'est-ce que cela implique pour cette affaire? Eh bien, cela signifie qu'il s'agissait d'un acte planifié et prémédité. Vous savez, il y a suffisamment de preuves que ce n'était pas quelque chose qui est arrivé sous le coup de la passion. Et certainement, cela n'existe même pas. Parce que, vous savez, même s'il avait été, vous savez, enragé par quelque chose qui s'est produit, vous montez quand même dans votre voiture et vous conduisez de l'Illinois jusqu'à Columbus, dans l'Ohio. Vous avez le temps de vous calmer, vous voyez. Donc, tout ce que j'ai lu en ce qui concerne les articles de presse à ce sujet indique que c'était quelque chose qui avait été planifié et planifié sur une longue période. Et nous verrons quelle sera sa défense, combien de temps cela va durer, s'il y a un accord de plaidoyer impliqué. Il a plaidé non coupable à ces accusations. Nous n'avons pas entendu sa version de l'histoire. Il a un excellent avocat pour le représenter. Mais vous savez, je me demande quelle pourrait être la défense, alors que les preuves semblent s'accumuler. Et vous savez, en ce qui concerne le moment où ils étaient à la finale du Big Ten, si c'est, vous savez, eh ben, il était un ex-rancunier et il était contrarié à ce sujet, mais est-ce que cela prouve qu'il l'a fait? Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà vu ces arguments dans des affaires domestiques. Comment les jurys réagissent-ils généralement? J'imagine juste un procureur dire ça. Il existe de nombreuses autres preuves à discuter, notamment le 6 décembre, où il est resté sur place pendant des heures, selon la police. Je veux dire, ça donne vraiment une mauvaise impression. Si vous essayez de défendre cette personne, Eh bien, c'est vrai. Et tu sais, encore une fois, Christophe, comme on le dit toujours, je veux dire, tu sais, il y a la présomption d'innocence. Je veux dire, c'est la responsabilité des procureurs de prouver cette affaire au-delà de tout doute raisonnable. Et tu sais, la façon de faire ça dans une affaire comme celle-ci, c'est tu rassembles les éléments, donc c'est un peu comme un puzzle, et au fur et à mesure que tu examines les preuves, tu ajoutes une nouvelle pièce au puzzle pour un jury afin qu'un jury comprenne. Tu sais pourquoi ces différents épisodes, tu sais, début décembre et puis évidemment les homicides, tu sais pourquoi ils sont si importants et pourquoi ils sont liés à l'accusation principale. Voilà. Maintenant, tu sais, du point de vue de la défense, tu vas regarder cette affaire et dire, hey, tu sais, montre-moi ce que tu as qui relie directement mon client à ce meurtre. D'accord. Donc oui, peut-être qu'il était là avant le 6 décembre. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable de leur mort le 30 décembre, tu vois. Donc la défense va attaquer chaque aspect de cette affaire et essayer de faire en sorte que, tu sais, ça n'apparaisse pas comme ce que ça semble être aux yeux du jury. Et comme tu l'as dit, ben, si tu es un avocat de la défense de qualité, tu sais qu'il va y avoir une défense ici. oui, et il y a beaucoup de différents éléments de preuve que son équipe de défense peut examiner. Et nous verrons si cela allonge la durée de cette affaire, jusqu'à ce que cela finisse peut-être par aller en procès. Je pense à une autre partie des preuves que nous avons découvertes dans ce nouveau document, et cela concerne l'endroit où se trouvait son téléphone portable. La nuit où les Tepis ont été assassinés, et pendant 17 heures, selon la police, il n'a pas bougé. Aucune activité n'a été constatée pendant longtemps, même durant la période présumée du meurtre des TP. Je repense à de nombreux cas évoqués où la personne avait son téléphone avec elle et la police le constate. Cela prouve que vous étiez sur les lieux du crime, où qu'il soit. Ici, il ne bouge pas. Comment gérez-vous cela en tant que procureur? Dire que rien n'a changé montre qu'il aurait pu être à Columbus, dans l'Ohio. Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas, Chris? C'est un peu comme si vous étiez perdant quoi que vous fassiez. Nous savons que tant d'affaires ont été résolues parce que nous avons pu montrer ou que les enquêteurs ont pu montrer. Et il est sur les lieux, il est là. Grâce à ces signaux de téléphone portable, vous savez où ce crime a eu lieu. Maintenant, nous n'avons pas cela. Et vous savez, vous allez entendre les procureurs dire, eh bien, il l'a laissé à la maison pour ne pas être suivi, vous voyez? Donc, ça va être intéressant de voir comment la défense va gérer ça, vous savez, parce que,
Encore une fois, c'est presque comme ce qui a été développé par la Cour suprême des États-Unis. Quand il s'agit de garder le silence, vous savez, si vous restez simplement silencieux et que vous ne dites pas «j'invoque mes droits», alors votre simple silence peut être utilisé contre vous. D'une manière étrange, cela a en quelque sorte évolué à partir du téléphone portable lui-même. Et si vous ne l'avez pas, parce que tout le monde l'a tout le temps, c'est que vous l'avez laissé quelque part pour ne pas être suivi. Parce que je penserais si j'étais juré. Et peut-être que je ne serais pas un bon juré pour cette affaire. Mais où, vous savez, si on me dit que le téléphone portable était, vous savez, peut-être qu'il est régulièrement sur son téléphone, comme la plupart des gens. Et puis soudainement, il n'y a plus aucun signal pendant 17 heures. J'en tire des conclusions dans ma tête en entendant ça. Et je pense que beaucoup de gens dans le public feraient pareil. En tant qu'avocat, je dirais que cela prouve seulement qu'il n'avait pas son téléphone pendant 17 heures. Mais alors, je suppose que dans les affaires que vous avez traitées, comment voyez-vous, vous savez, l'argument d'un avocat de la défense qui, en termes très techniques, dit que cela ne prouve littéralement rien d'autre que le fait qu'il n'avait pas son téléphone sur lui. Ensuite, on voit l'esprit des jurés ordinaires qui pensent. Il est illogique que ce téléphone reste immobile 17 heures. Je sais qu'il y a d'autres éléments, comme la voiture à laquelle il le lie, mais pour le téléphone portable, je suppose. Comment le juré interprète-t-il parfois des infos alors que le nez de X ne révèle rien? Il existe une perception publique qu'il pourrait suivre. Eh bien, je pense que tout dépend de la façon dont c'est présenté. Et dans cette situation, vous allez revenir sur l'historique de l'utilisation du téléphone portable. Maintenant, je sais qu'il est médecin et a travaillé à l'hôpital. Peut-être qu'il travaille pendant de longues périodes et ensuite il dort peut-être aussi pendant de longues périodes. Et ce téléphone reste là, inutilisé, tu vois. Si des périodes sans utilisation de son téléphone existent, cela soutient cette idée. Et le téléphone est là, il ne l'utilise pas, il se repose. D'un autre côté, l'accusation va passer ses relevés téléphoniques au peigne fin et dire, regardez, ce type est tout le temps au téléphone. Il envoie des messages jour et nuit. Donc, ce creux d'activité n'indique pas qu'un gars se repose, ça indique qu'il a laissé son téléphone derrière lui pour empêcher les autorités de suivre ses déplacements. Il y a aussi les déclarations faites par les amis et la famille de Monique Tape aux forces de l'ordre. Il est intéressant de repenser à l'époque où cela s'est produit, sans arrestation, à la lumière de ce que nous savons maintenant. Il y avait cette question de savoir, enfin, la police gardait tout tellement secret qu'on se demandait, est-ce qu'ils ont quelque chose? Qui cela aurait-il pu être? Qui a fait ça? Mais maintenant, on lit que dès le tout début, des amis et des membres de la famille disaient, vous devriez probablement regarder Michael Mackie parce que le mariage n'était pas très bon. Et ce n'était que leur perception des choses. Qu'en penses-tu? Il est facile de croire que chacun reste ouvert d'esprit et innocent tant qu'on n'a pas de preuves du contraire. Des amis de son ex-femme disent voilà ce qu'elle leur a raconté sur le mariage. Quelle importance cela peut-il avoir? Dans une affaire comme celle-ci, où tu sais, un avocat de la défense pourrait regarder ça et dire que c'est un point de vue biaisé sur ce qu'était ce mariage? Eh bien oui, tu vas toujours suggérer que ces témoins sont d'une certaine manière biaisés contre Mackie. C'était un mariage court, il n'a duré que quelques années. Et tu sais, on parle maintenant de menaces qui ont été proférées. On a parlé de violence dans la relation. Le fait qu'elle avait peur de lui et qu'elle l'a fait savoir à ses amis, je veux dire, ce sont des détails importants. Mais à part les amis qui disent cela, qu'elle leur avait dit, si cela avait été une série continue de menaces et de peurs, il devrait y avoir un historique, il devrait y avoir une trace de cela. Ils vérifieront sûrement s'il y avait des messages menaçants envoyés ou, au contraire, si rien de tel n'a été documenté. Et l'autre question est-ce qu'elle était déjà allée voir la police à propos de menaces qui auraient été faites pendant leur mariage ou même après leur mariage? Je veux dire, ce mariage s'est terminé il y a presque 9 ans. Et cela semble vraiment étrange. Que 9 ans plus tard, quand ton ex-femme a fondé une famille avec quelqu'un d'autre, tu veuilles aller mettre fin à sa vie, à celle de son mari. Oui, car selon ce qu'on entend, il était obsédé par elle et pas prêt à passer à autre chose. Mais pourquoi le 30 décembre? Autre grande question,
Quel type de communication ont-ils eu ces 10 dernières années? Juste parce que la police a dit qu'il n'y avait aucune trace d'appel domestique. Et puis il y a cette phrase dans le rapport où ils sont au match du championnat Big Ten. Elle retourne à l'hôtel pendant la seconde mi-temps à cause de son ex-mari. C'est là que la police affirme qu'il était chez elle. Du coup, on se demande si elle le savait. Cela semble justifier d'appeler la police. Je pense que d'autres détails émergeront au fil de l'enquête. Mais il n'y a aucun doute, je veux dire, il semble y avoir beaucoup de preuves accablantes à ce stade de la part de la police, et tu regardes aussi le véhicule. Le fait qu'il ait volé des plaques dans 2 États, c'est encore un autre élément. Ça semble être une nouvelle information. Où? Voici ce chirurgien. Il a étudié longtemps, mais a volé des plaques. Tu en penses quoi? Oui, je veux dire, il ne semble y avoir aucune raison d'avoir des plaques volées sur son véhicule pour quelque raison que ce soit. Mais pour échapper à une forme de surveillance, pour faire croire que tu n'es pas celui que tu sembles être, que ce n'est pas le véhicule enregistré au nom de ce propriétaire. Et encore une fois, il faut aussi considérer à qui tu as affaire en ce qui concerne le jury. Comme tu l'as dit, c'est un médecin et chirurgien formé. Qu'aurait-il? La raison d'avoir volé des plaques, ce n'est pas comme si je pensais qu'il braquait des supérettes. Je veux dire, ce type gagne de l'argent, donc il a des plaques pour une autre raison louche. Et est-ce que ça a un rapport avec son ex-femme? Donc, ce sont des questions sur lesquelles, à mon avis, un jury peut vraiment se pencher et dire « Hey, ça ne tient pas la route ». Non, il y a juste quelques détails sur lui, et au fil du temps, en creusant vous... Il a disparu de son cabinet de chirurgie à Las Vegas, selon une plainte pour faute professionnelle. Maintenant, il a des plaques volées. Il fouille en son appartement à Chicago, où plusieurs armes sont trouvées, dont une liée à la scène de crime selon la police. J'ai trouvé cela intéressant. Certains avocats estiment que la balistique est parfois une pseudoscience, moins précise que l'arme du crime elle-même. Précise ce que cela implique concrètement pour une affaire. Par exemple, si la police a un expert qui affirme que c'est l'arme utilisée dans ces meurtres, comment peux-tu contester cela si tu es l'avocat de la défense? Eh bien, tu sais, il y a beaucoup d'occasions de le faire en ce qui concerne les preuves médico-légales, parce que ce que nous apprenons, et en particulier grâce aux preuves ADN, c'est que les preuves médico-légales ne sont plus la référence absolue que nous pensions il y a des années. Tout, des empreintes digitales à la balistique en passant par les marques d'outils, toutes ces choses sont désormais examinées de très près. Parce que nous avons découvert que des personnes condamnées lors de procès sur la base d'empreintes digitales ou de la balistique ont été innocentées par la suite. Nous découvrons donc que ces outils médico-légaux utilisés dans des centaines et des milliers de procès ne sont pas vraiment ce qu'on pensait qu'ils étaient. Il existe une réelle opportunité de contester les preuves médico-légales, notamment en balistique et identification par témoins oculaires. Nous savons que de nombreuses personnes ont été innocentées alors qu'elles avaient été condamnées sur la base de l'identification par témoins oculaires. Donc, ces éléments auxquels nous avons toujours fait confiance et que nous pensions capables de résoudre des crimes pour nous sont désormais remis en question. Et cela ouvre la porte à des contre-interrogatoires très approfondis des témoins experts et parfois à un risque lorsqu'on fait comparaître un témoin expert à la barre. Enfin, cette déclaration sous serment apporte de nouvelles informations et éclaire davantage ce que la police pense avoir contre Michael Mackey. Je suppose qu'ils en ont plus qu'ils ne le disent. Pourquoi certaines informations sont-elles communiquées alors que d'autres restent secrètes à ce stade? Eh bien, je sais que pendant mon temps en tant que procureur, et j'ai passé 8 ans comme procureur, j'ai toujours préconisé de mettre le minimum d'informations possible dans un affidavit pour satisfaire aux critères de la cause probable. Parce qu'une grande partie de ces informations, vous ne voulez pas les révéler lors d'une audience préliminaire. Vous ne voulez pas que vos agents et d'autres personnes impliquées, les témoins, soient contre-interrogés sur des preuves qui pourraient être importantes, mais qui ne sont pas nécessaires à ce stade de l'affaire.
Donc, oui, nous apprenons certaines choses grâce aux rapports et aux affidavits. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de preuves qui soutiennent la position du procureur, à savoir qu'ils peuvent prouver cette affaire au-delà de tout doute raisonnable. Cette norme, au départ, est bien inférieure à celle d'un procès. J'ai donc toujours préconisé d'utiliser le strict minimum pour franchir ce seuil, puis de préparer mes preuves pour le procès. Bien sûr, les médias apprécient avoir plus de preuves dans l'affidavit en suivant ces histoires. Matt Mangino, heureux de vous accueillir sur Law and Crime, avocat pénaliste et ex-procureur. Merci. Merci, Chris. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Et maintenant, vous pouvez retrouver les épisodes de On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.